Bienvenue! On a sur la table aujourd'hui un document qui nous fait une promesse assez folle. S'attaquer à la crise alimentaire mondiale en utilisant la technologie blockchain. Franchement, ça sonne presque trop beau pour être vrai. C'est clair. Notre mission, ça va donc être de suivre le raisonnement du document, vraiment pas à pas, pour voir si cette mécanique, si elle tient la route. Le point de départ, c'est ce qu'on appelle le paradoxe des protéines. On a une population mondiale qui dépasse les 8 milliards, la demande explose, mais 70% des zones de pêche sont déjà à la limite, voire au-delà. Et c'est là justement que l'aquaculture entre en jeu. Et plus comme une alternative, mais comme une quasi-obligation. En 2022, elle produisait déjà 88 millions de tonnes. Ah oui, quand même. C'est plus de la moitié du poisson consommé sur toute la planète. Le document qu'on analyse, qui présente le projet Aqua, part de ce constat pour dire « Voilà, une industrie de 150 milliards de dollars, essentielle, mais complètement verrouillée. » Verrouillé, c'est-à-dire ? Le document identifie 3 murs. Des murs quasi infranchissables pour le commun des mortels. D'accord. Le premier, c'est le capital. Il faut des millions pour lancer une ferme aquacole ou moderniser une flotte de pêche. Forcément. Le deuxième, c'est la complexité administrative. Des contrats souvent opaques, des tonnes de papyrus. Le classique. Et enfin, il y a la barrière géographique et technique. Il faut être sur place et il faut savoir ce qu'on fait. C'est un club très très fermé. D'accord. Le problème est posé. Une industrie cruciale mais inaccessible. Alors, par où le projet Aqua commence pour essayer de faire sauter ces verrous ? Eh bien, il ne reste pas dans la théorie, justement. Il nous emmène directement au Ghana. Le Ghana. Et le choix est tout sauf anodin. Le Ghana a un déficit d'importation de poissons de 300 000 tonnes par an. 300 000 tonnes. C'est un marché de près de 900 millions de dollars qui attend là d'être servi par une production locale. C'est donc une simple opportunité économique. C'est plus profond que ça. Et c'est là qu'on trouve le premier vrai insight du document. Le cœur du projet, en fait, il ne repose pas sur une technologie, mais sur un pari politique. Un pari politique. Oui. Une nouvelle loi est prévue au Ghana pour 2025. Elle va étendre la zone de pêche exclusive du pays et surtout interdire les importations de tilapia. D'un seul coup, un besoin massif de production locale va être créé, par une décision politique. Ah d'accord. Le document présente ça comme une certitude, mais c'est bien là que se situe la véritable audace et le véritable risque du projet. Tout repose sur l'application de cette loi. Fascinant. C'est un pari sur la politique, pas seulement sur le poisson. Et concrètement sur le terrain, comment elle compte répondre à cette nouvelle demande ? Avec une image très forte que le document martèle. Le 10 pour 1. Le 10 pour 1. L'idée, c'est de financer le remplacement de 10 pirogues traditionnelles, jugées dangereuses et peu productives, par un seul bateau moderne en aluminium, plus sûr et bien plus efficace. Et en parallèle, il prévoit aussi de développer des fermes aquacoles terrestres, ce qu'on appelle onshore, pour diversifier. D'accord, donc on a le pourquoi la crise des protéines, on a le où, le pari sur le Ghana, mais le comment, c'est là que ça devient plus complexe. On passe de bateaux de pêche à des actifs numériques. Comment est-ce qu'on transforme un kilo de tilapia en un token sur Internet ? C'est le cœur de la solution qu'il propose, les RWA. RWA. Real World Assets, ou actifs du monde réel. L'idée est de prendre un actif tangible, ici la production future de poissons, et de le représenter numériquement sur une blockchain. Et ça permet de faire 3 choses qui sont impossibles autrement. Ok, je vous suis. D'abord, la fractionnalisation. Plus besoin d'1 million de dollars, on peut participer avec une petite somme. D'accord. Ensuite, la transparence. Chaque transaction est inscrite dans un grand livre de compte public et infalsifiable. Et enfin, l'accessibilité. On peut participer à l'économie ghanéenne depuis son canapé, à l'autre bout du monde. Pour que ce soit moins abstrait, le document utilise une analogie que j'ai trouvée assez parlante. Ah ouais. Imaginez des miles aériens, mais pour l'aquaculture. Ils parlent du NFT, des Utility Non-Fungible Tokens. Et ils insistent beaucoup sur le fait que ce ne sont pas des actions d'entreprise, mais des clés d'accès, des sortes de cartes de membres. Exactement. Et la comparaison est assez juste en fait. La valeur de vos miles dépend de l'activité de la compagnie aérienne. Ici, la valeur des récompenses dépend de l'activité de production au Ghana. Logique. La grande différence, c'est la liquidité. Vendre ces miles, c'est compliqué. Ici, les récompenses, les tokens AQO, peuvent être échangés sur une plateforme blockchain ouverte. Mais, et ça c'est écrit en gros et en gras partout, il y a un avertissement capital. Aucun profit n'est garanti. Ah. Le système est entièrement piloté par un algorithme.
pas par une promesse de rendement. Ok. Donc si j'acquiers une de ces clés d'accès UNFT, qu'est-ce que je fais avec concrètement? Le document décrit un cycle d'engagement en 4 étapes. La première, c'est acquérir. On choisit son niveau du NFT pendant une prévente. Il y a plusieurs paliers, de Aqua Protein à Neptune's Net, qui donnent accès à une part plus ou moins grande des récompenses. Et la deuxième étape? La deuxième, c'est activer. C'est ce qu'on appelle le staking. Staking. Encore un mot de jargon. Expliquez-nous. C'est un peu comme un dépôt à terme à la banque. D'accord. Vous acceptez de ne pas toucher à votre argent pendant une période définie, disons 1 an, et en échange, la banque vous donne un meilleur taux. Ah oui, ok. Ici, c'est pareil, vous verrouillez votre NFT pour une durée de 90 à 365 jours, et en échange de cet engagement, vous devenez éligible aux récompenses. D'accord, ça c'est clair. Et ensuite? L'étape 3, c'est récolter. Pendant que l'UNFT est verrouillé, on reçoit une distribution quotidienne de tokens AQA, calculée par l'algorithme. Ok. Et enfin, l'étape 4, gouverner. C'est là que le concept de DAO, l'organisation autonome décentralisée, entre en jeu. Les détenteurs de tokens peuvent participer à des votes qui influencent les décisions du projet. Alors là, il faut qu'on s'arrête une seconde. Pas de PDG qui décide de tout dans son coin. Si la communauté vote massivement pour dire « on arrête le Ghana et on va moderniser les bateaux au Vietnam », c'est ce qui se passe. En théorie, c'est la promesse d'une DAO. C'est une gouvernance collective où le pouvoir est distribué. Le document précise que les votes pourraient porter sur des choses comme l'émission de nouvelles séries du NFT. C'est un modèle radicalement différent d'une entreprise classique. C'est le moins qu'on puisse dire. Pour le lancement, la phase 1 est prévue le 1er décembre 2025. Il y aura 50 000 UNFT mis en vente avec des prix allant de 125 à 8 000 $. Et il est bien spécifié que ces fonds financent directement la modernisation de la flotte au Ghana. D'accord, le système de récompense est clair. Mais qu'est-ce qui alimente la machine Ethereum? D'où vient la valeur économique du token Aqua lui-même, au-delà de la pure spéculation? C'est la question à $1 million. Et le document y répond avec ce qu'il appelle la tokenomique. C'est un modèle déflationniste basé sur un cercle vertueux. Déflationniste. Oui, l'offre de tokens est limitée à 10 milliards. Elle ne pourra jamais augmenter. Le modèle repose sur 4 piliers. D'abord, le rachat. Une partie des revenus bien réels, générés par la vente de poissons au Ghana, est utilisée pour racheter des tokens Aqua sur le marché. Ce qui crée une demande constante. Logique. Ensuite, la liquidité, pour que les échanges soient fluides. Puis, le staking, le verrouillage dont on parlait, qui retire des tokens de la circulation. Et qui récompense l'engagement à long terme. C'est ça. Et enfin, le 4e pilier, le burn ou la destruction. Pardon, burn? Ils détruisent des tokens. Pourquoi est-ce que ce serait une bonne chose? C'est contre-intuitif, mais c'est un mécanisme économique puissant. Imaginez qu'une entreprise rachète 10% de ses propres actions et les passe à la déchiqueteuse. D'accord. Celles qui restent deviennent mécaniquement plus rares. Pour les actionnaires restants, leur part du gâteau vient d'augmenter. C'est un mécanisme conçu pour, en théorie, augmenter la valeur des tokens restants. Et récompenser ceux qui les conservent. Exactement. L'objectif est d'aligner les intérêts de tous les participants avec la réussite économique de l'opération au Ghana. Très bien. La mécanique interne est plus claire. Mais est-ce qu'on a une idée de la vision à long terme? Ça s'arrête au Ghana? Non, le document présente une feuille de route jusqu'en 2027. La phase 1, fin 2025, c'est le lancement et l'ancrage au Ghana. Ok. La phase 2, c'est l'expansion. On réinvestit les revenus pour augmenter la production, ce qui augmente les revenus, ce qui augmente les rachats et les burns. La boucle vertueuse, on y revient. C'est ça. Et la phase 3, c'est la diversification. Étendre le modèle à d'autres actifs marins et ouvrir la porte aux investisseurs institutionnels. Et tout ça s'inscrit dans un cadre encore plus large, si j'ai bien compris. Oui, et c'est un point clé. Le projet Aqua est présenté comme une porte d'entrée. Une porte d'entrée vers un écosystème plus vaste, le MWC Club. Le MWC Club. C'est un club privé qui vise à connecter ses membres à d'autres secteurs tokenisés de la même manière, comme l'énergie ou les crédits carbone. Franchement, en lisant ça, on est obligé de s'arrêter une seconde. Ah oui. L'idée de lier directement le financement d'un bateau en aluminium au Ghana à des clics sur une plateforme mondiale, il y a 10 ans, c'était de la science-fiction pure. Carrément. Faisons le bilan. On est parti d'une urgence planétaire, la crise des protéines, et d'une industrie massive, mais fermée. On a suivi le fil d'une solution qui propose de faire voler en éclats les barrières traditionnelles, grâce à la technologie, pour atterrir sur une application très concrète. La modernisation de la pêche au Ghana. C'est un résumé parfait. Mais pour être totalement fidèle au document, il faut absolument conclure avec les avertissements. Ah,
Les fameux disclaimers. Oui, ils sont martelés à plusieurs reprises et ce serait une erreur de les ignorer. Premièrement, il est écrit noir sur blanc que ce n'est pas un investissement. Les UNFT et les tokens sont des utilitaires, des clés d'accès, pas des titres financiers. C'est une distinction légale qui est cruciale. Absolument. Deuxièmement, aucune garantie. Le document stipule qu'aucun profit, aucun rendement, aucune appréciation de la valeur n'est promis. C'est un protocole algorithmique, pas un produit d'épargne. Ok. Troisièmement, la volatilité. Le projet est soumis au risque du marché, au risque de la technologie. Et enfin, le rôle du MWC Club est clarifié. C'est une plateforme d'information. Elle ne contrôle ni ne garantit les performances du projet. Ces mises en garde sont le garde-fou de toute la présentation, en fait. Tout à fait. Ce qu'on a là, c'est donc une sorte de recette pour tokeniser une production du monde réel afin de résoudre un problème bien tangible. Ce qui nous amène à la pensée finale, la question que ce document laisse un peu en suspens. Si ce modèle de participation fractionnée, transparente et communautaire peut, en théorie, s'appliquer à l'aquaculture, Quelles autres industries vitales mais traditionnellement fermées? On pourrait penser à la foresterie durable, aux projets d'énergie renouvelable à petite échelle, ou même à certaines formes d'agriculture spécialisée, pourraient être transformées par une approche similaire. la question est ouverte.